Bonjour à tous, donc bienvenue à ce café virtuel qui est dédié à la petite enfance en santé. Alors merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, de prendre sur votre temps. Donc moi je suis Émilie Albert et je suis la coordinatrice du programme Petite enfance en santé à la Société Santé en français. Donc le programme Petite enfance en santé, c'est une initiative qui est pan-canadienne. Elle a été initiée en 2019 et elle est financée par l'Agence de la santé publique du Canada et elle est coordonnée par la Société Santé en français. Donc cette initiative dont vous avez peut-être entendu parler, elle a pour objectif d'améliorer la santé et le mieux-être global des jeunes enfants. Donc quand on parle des jeunes enfants, on parle vraiment des tout petits, donc de 0 à 6 ans, et de leurs familles qui sont issues des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Donc aujourd'hui, sur la technique, je serai accompagnée par ma collègue Serivan. Et avant de commencer, et par respect pour les peuples autochtones, je tiens à reconnaître que je suis située sur le territoire traditionnel des Ériés, des Neutres, des Hurons-Wendat, des Haudenosaunee et des Mississaugas. Et je vous invite, si vous souhaitez le faire, à faire la reconnaissance des territoires sur lesquels vous vous situez. Vous pouvez le faire dans la partie clavardage, la petite icône qui s'appelle discussion. Alors, un petit peu de logistique, on va essayer d'aller assez vite sur ça. Je sais que maintenant, tout le monde est un peu habitué au Zoom, mais je voulais juste vous signaler d'une part que le café virtuel est enregistré. On le mettra à disposition sur le site web de la Société Santé en français très rapidement. Si ce n'est pas cet après-midi, ça sera fait demain ou au plus tard lundi. D'autre part, c'est un moment que l'on souhaite interactif. Alors voilà comment va se dérouler notre rencontre. Donc, on a 1 heure et demie à passer ensemble et on a un programme qui est bien chargé, mais je voulais vraiment donner l'opportunité à beaucoup d'organismes de s'exprimer sur le sujet aujourd'hui. Donc, nous allons avoir 4 intervenants. Après chaque intervention, on aura un petit 5 minutes de questions que vous allez pouvoir poser à chaque intervenant. Donc, pour ce faire, vous avez 2 options. Soit vous allez pouvoir noter votre question dans le clavardage. Donc, je vous invite à utiliser plutôt le questions et réponses plutôt que le discussion, mais dans tous les cas, on passera au travers les deux. Soit vous avez une petite icône avec la main levée attitrée, puis vous appuyez dessus et on vous donnera la parole. Euh, je vois dans le clavardage déjà, il y a une main levée. Est-ce que, Marcia, vous avez une question? Je vais laisser peut-être ma collègue activer le micro si vous avez une question. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on aura un deuxième petit temps à la fin de la rencontre. Et puis enfin, si on n'a pas le temps de passer à travers toutes les questions, on fera une petite synthèse de toutes les questions restantes, pardon, et on publiera les réponses soit dans notre infolette, soit sur notre site web, sur la page Petite enfance en santé. Donc, je vais demander à ma collègue de lancer un petit sondage. C'est 3 minutes pour vous connaître un peu plus aujourd'hui. On a 2 petites questions qui devraient apparaître à l'écran, puis je vais arrêter mon partage. Voilà. Donc, la première, on souhaite savoir en fait d'où vous venez. Indiquez-nous dans quel territoire ou province. Et ensuite, une deuxième petite question pour savoir quel est votre intérêt à prendre part au café virtuel aujourd'hui. Principalement, voilà, je vois beaucoup de gens du Québec, mais j'ai vu aussi des gens du Nouveau-Brunswick. Donc, on ne publiera pas forcément les résultats, mais je vois que ça commence à venir un petit peu de partout. Le temps que vous finissiez de remplir le petit sondage, je voudrais quand même commencer à rentrer rapidement dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, on souhaite aborder une thématique qui, je sais, vous tient à cœur, c'est l'importance de l'engagement des pères dans les premières années de leur enfant. Et l'objectif de ce café virtuel, en fait, on a 3 objectifs. Donc, le premier, c'est d'apporter un éclairage sur le lien entre l'implication des papas dans la vie quotidienne de leur tout petit et le bon développement. Le deuxième objectif également, c'est de discuter de pratiques gagnantes d'organismes pour faire la sensibilisation auprès des papas et des gardiens. Et puis, le troisième objectif, à travers un témoignage, d'avoir le ressenti d'un papa sur ces défis et de commencer une discussion sur l'importance d'avoir des hommes éducateurs pour aider les papas dans leur engagement. Alors maintenant, vous voyez à l'écran nos 4 panélistes et je voudrais vous les présenter. Je suis vraiment très contente qu'ils soient parmi nous aujourd'hui. Donc, on a d'abord Flora Folumel. Flora, qui peut nous faire un petit coucou. Bonjour.
Donc, Flora est une professionnelle des communications depuis 10 ans. Elle est spécialiste du numérique. Flora est aujourd'hui conseillère aux communications numériques à l'Observatoire des tout-petits. Et après son travail, elle contribue à faire rayonner les données et connaissances en matière de petite enfance au Québec afin d'éveiller les décideurs et citoyens aux enjeux qui touchent les petits. Nous avons également Marine de l'âge de l'UG. Bonjour Marine. Marine est coordinatrice exécutive bilingue à Nexus Santé et elle a un grand intérêt pour la santé des tout-petits. Nous avons également Rachel Smith. Bonjour Rachel. Rachel vient de la région Évangéline qui est située à l'île du Prince-Édouard. Elle est maman de 2 filles, une qui a 9 ans et une qui a 3 ans. Et elle est la directrice du seul centre de ressources familiales francophone à l'île du Prince-Édouard, c'est Cap Enfant, et elle est directrice depuis novembre 2019. Et enfin, nous avons Laurent Wéry, qui est originaire de France. Il a obtenu un diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Il est arrivé, bonjour Laurent, il est Bonjour arrivé tout en, le monde. il est arrivé en 2014 à Toronto. Il y réside toujours. Alors, il a d'abord travaillé comme éducateur de la petite enfance dans un centre éducatif francophone. Il a ensuite été directeur dans un autre centre et il est maintenant facilitateur pédagogique à la FECO pour ceux qui connaissent en Ontario. C'est l'association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario et c'est un fier défenseur de la place des hommes en petite enfance. Il va nous parler de différents sujets, mais notamment d'un groupe d'échange pour les hommes éducateurs dont il est à l'origine. Également, il offre des formations pour inciter les jeunes adultes, les adultes tout simplement, et les enfants à jouer activement à l'extérieur. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Flora, qui va nous parler de l'impact de l'engagement des papas dans le développement des enfants. Merci et à toi, Flora. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran. Ce ne sera pas long. Donc, vous devriez normalement tous bien voir ma présentation. Donc, je ne vous vois plus, donc j'imagine que c'est bon. N'hésitez pas à allumer vos micros si jamais il y a quoi que ce soit. Tout est Donc, beau. je suis très... Parfait. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler justement de l'impact de l'engagement des pères dans le développement des tout-petits et de représenter l'Observatoire. Juste quelques mots sur l'Observatoire pour commencer. Alors, l'Observatoire des tout-petits, notre mission, en fait, on est vraiment une organisation québécoise et on souhaite vraiment communiquer l'état des connaissances en petite enfance pour éclairer la prise de décision au Québec en la matière et faire en sorte que chaque tout-petit ait accès aux conditions qui permettent de développer son plein potentiel. Donc, plus concrètement, parce que ça peut être parfois pas évident, en fait, on veille vraiment sur l'état de bien-être des tout-petits en rassemblant différents types de données et de connaissances, donc notamment issues de la recherche. Et ensuite, on vulgarise et on partage toutes ces données et ces connaissances, notamment aux décideurs, aux acteurs d'influence et aussi aux citoyens, pour les sensibiliser, les éveiller en fait à tous les enjeux qui menacent le développement des tout-petits. Et on souhaite aussi vraiment à travers ça susciter un dialogue collectif, constructif et mettre en lumière des mesures collectives qui pourraient être mises en place justement pour favoriser le développement des tout-petits. Donc, pour faire ça, on fait chaque année des portraits. Comme on a beaucoup de données, chaque année a un peu une thématique différente, mais on dresse un portrait sur la santé et le bien-être des tout-petits, sur les environnements, et on en a aussi un autre sur les politiques publiques. On fait aussi parfois des rapports thématiques, même parfois régulièrement des rapports thématiques où là, on va vraiment creuser une question qu'on documente. C'est par exemple ce qu'on a fait sur la question de l'accès aux soins de santé des tout-petits migrants. Et ce sont que des exemples, mais notre dernier grand format qu'on travaille aussi, ce sont les dossiers web. Donc, c'est plus un format magazine où on va creuser un sujet sous différents angles. Et c'est notamment ce qu'on a fait pour aborder la thématique de l'engagement paternel. Et c'est ce travail-là qui a inspiré la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, pour rentrer plus dans le vif du sujet, on voulait commencer déjà par parler un peu des pères aujourd'hui, juste dresser rapidement un petit portrait en vous donnant quelques statistiques qui nous semblaient marquantes. Donc déjà, la paternité, elle a beaucoup changé dans les dernières décennies. Les pères d'aujourd'hui sont vraiment plus actifs, plus impliqués pour prendre soin de leurs enfants qui a 50 ans, et la paternité fait réellement partie de leur identité. Donc, une des statistiques intéressantes qu'on trouvait de relever, c'est qu'au Canada, il y a 4 pères sur 5, donc un petit peu plus de 80%, qui trouvent qu'il est très important qu'un père démontre de l'affection à son enfant et aussi
qu'il soit présent lors de l'accouchement. Donc, ça fait vraiment partie des nouvelles figures de la paternité moderne. Puis, on remarque aussi qu'une majorité de pères rapportent que leur implication, elle est valorisée par la mère et par les membres de l'entourage. Alors, les pères tentent donc à s'éloigner doucement du modèle traditionnel et partout au Canada, on remarque que les pères indiquent, par exemple, que pour eux, c'est important qu'ils aient accès à un congé parental à la naissance de leur enfant et aussi qu'ils soient encouragés à l'utiliser. On fait ressortir, c'est une tendance générale, là, vraiment l'éloignement du modèle traditionnel, mais on trouvait intéressant de faire ressortir une petite donnée plus québécoise parce que cette tendance-là, elle est vraiment particulièrement visible au Québec, puisque comme vous le voyez sur la diapositive, il y a 48% des pères au Québec aujourd'hui qui croient qu'être père, c'est avant tout être un modèle. Donc, ce score-là, pour le fait qu'être père, c'est avant tout être un modèle, il est à 39% dans les autres provinces canadiennes, mais on remarque que c'est encore dans les autres provinces la vision du père comme étant un pourvoyeur qui domine, donc on est à 43%, alors qu'au Québec, par exemple, ce pourcentage-là, il est seulement à 12%. Un des autres volets un peu plus sur le plan statistique qu'on trouvait intéressant de faire ressortir, c'est que les pères, ils vivent eux aussi du stress qui est lié à la conciliation des obligations familiales et extrafamiliales. Puis là, donc une donnée québécoise, c'est que par exemple, il y a 23% des pères de tout petits qui présenteraient un niveau de stress élevé qui est lié à la conciliation donc de ces obligations. Alors, un parent affecté par le stress, il est plus à risque de se désengager. Il est plus à risque de développer, par exemple, aussi une perception négative de la relation avec son enfant ou un manque de confiance en cette habileté parentale. Donc, ce sont juste quelques exemples. Mais d'où l'importance de vraiment mieux rejoindre les pères. Puis, c'est vraiment les témoignages qu'on a recueillis justement en travaillant sur ce dossier web ont mis en lumière le fait qu'ils avaient aussi plus de difficultés à demander de l'aide rapidement et ne se sentaient pas toujours concernés par les services qui sont disponibles. Donc, les pairs dans la recherche, c'est une petite parenthèse, mais on trouvait ça quand même intéressant pour aussi mieux comprendre les données qui sont disponibles, c'est qu'ils ont longtemps été absents dans les travaux de recherche. Avant les années 70, les études, elles se concentraient vraiment essentiellement sur la relation mère-enfant, par exemple, parce que les pères n'étaient pas considérés comme les principaux donneurs de soins, puis on négligeait vraiment beaucoup à cette époque-là l'implication pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement au niveau des scientifiques et des professionnels de la santé. À partir des années 70-80, il y a vraiment eu un regain d'intérêt pour les pères et leur rôle dans le développement des enfants. Et depuis les années 90, il y a de plus en plus d'études qui voient le jour sur ce point-là. Et donc, ils sont plus présents aujourd'hui dans la recherche, mais c'est sûr qu'ils demeurent encore moins représentés que les mères. Alors, pour terminer sur cette présentation d'amorce, de quoi on parle quand on fait référence à l'engagement paternel? On pense souvent au jeu physique, mais il y a vraiment toutes sortes de dimensions dans l'engagement paternel qui sont tout aussi importantes. Prendre soin de l'enfant, veiller à son bien-être, à sa santé, lui manifester de l'affection, l'écouter, le consoler, établir des limites, lui transmettre des savoirs, des valeurs, collaborer avec les autres personnes qui s'occupent de lui. Et ce sont que des exemples. Là, je ne vais pas lire la liste au complet, mais en tout cas, ici, on considère vraiment à la fois le rôle direct du père auprès de son enfant et aussi indirect, donc comme étant responsable et disponible pour prendre soin de lui. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vraiment pour que je vais vous présenter un peu les données, les informations dont on dispose pour justement montrer les impacts de l'engagement paternel sur le développement des tout-petits. Alors aujourd'hui, la science montre vraiment bien qu'en assurant une présence chaleureuse et positive auprès de leur enfant et aussi des interactions qui sont vraiment différentes et complémentaires à celles de la mère, les pères peuvent vraiment jouer une influence importante sur le développement de leur enfant. Et donc, les enfants qui ont un père qui est plus présent, ils seraient plus susceptibles d'explorer, d'apprendre à réguler leurs émotions et aussi de développer leurs habiletés cognitives. Le fait d'être deux parents, pour ça, chacun avec ses forces, ses façons de faire, c'est vraiment un plus pour répondre aux différents besoins de l'enfant.
Et quelque chose qu'on trouvait vraiment particulièrement intéressant de souligner, c'est que au-delà des activités stimulantes comme lire une histoire, faire des jeux, c'est vraiment la chaleur émotionnelle du père et sa capacité à répondre aux besoins de son enfant dans les soins quotidiens, besoins de sécurité, affectifs, etc., qui vont être les plus importants pour le développement des tout-petits. Alors, comme vous le savez tous, la petite enfance, c'est une fenêtre d'opportunité unique, là, puis l'engagement paternel va donc avoir une influence particulièrement déterminante à ce moment-là, et elle est associée justement à l'acquisition de compétences clés pendant la petite enfance qui, justement, auraient ensuite des impacts par la suite dans la vie et sur la préparation à l'école. Puis il y a 3 domaines qui sont particulièrement documentés. C'est ce qu'on va explorer par la suite. Donc, c'est les habiletés cognitives, les habiletés langagières et les habiletés socio-émotionnelles. Alors, pour ce qui est des habiletés cognitives, il existe vraiment une association directe et positive entre l'engagement du père et le développement des habiletés cognitives des enfants. Donc, par exemple, il y a des chercheurs qui ont confirmé l'importance des pratiques positives du père pour le développement des habiletés scolaires des enfants. Et ça a été particulièrement constaté pour les familles à faible revenu. L'engagement des pères auprès de l'enfant au cours des toutes premières années de la vie, il est aussi associé à des meilleurs résultats en lecture et en mathématiques plus tard dans le parcours scolaire. Alors, au niveau des habiletés de langage, donc les activités père-enfant sont vraiment un des prédicteurs du développement du langage. Il y a par exemple une étude qui a montré que le langage du père dans les 3 premières années de vie de son enfant permettrait de prédire l'étendue du vocabulaire de l'enfant à la maternelle. Puis il y a aussi quelque chose de très particulier au niveau des pères, c'est qu'ils auraient tendance à encourager l'enfant à participer à des conversations plus complexes, poser davantage des questions ouvertes qui demandent plus de clarification. Et donc ça, c'est un style de conversation qui est particulier puis qui aurait vraiment des répercussions uniques sur le développement du langage des tout-petits. Alors, les habiletés socio-émotionnelles. Donc, le papa favoriserait aussi le développement socio-émotionnel. Donc, son engagement permettrait de favoriser le développement socio-émotionnel. Donc, les interactions entre le père et son enfant seraient vraiment une occasion de perfectionner les habiletés sociales, de recevoir un soutien émotionnel supplémentaire. Et donc, tous les jeux sensibles, interactifs qui peuvent être faits avec le père pendant la petite enfance sont aussi par la suite associés à la création d'un lien d'attachement sécurisant. Puis ce lien d'attachement sécurisant, c'est vraiment quelque chose qui constitue un pilier dans le développement de l'enfant. Ça va contribuer à son estime de soi, sa santé mentale. Et ensuite, par exemple, entre autres, l'enfant va vraiment être davantage en mesure de tisser des liens avec d'autres adultes. On ne pense pas nécessairement à la période périnatale, mais pourtant, les chercheurs ont vraiment documenté des effets très marqués de l'engagement du père pendant cette période-là. Par exemple, il y aurait des effets positifs sur le comportement de la mère. Les femmes enceintes dont le père est très présent seraient plus susceptibles de recevoir, par exemple, des soins prénataux dès le début de leur grossesse. Celles qui fumeraient auraient plus tendance à réduire leur consommation de tabac. Ça viendrait aussi potentiellement atténuer la détresse émotionnelle de la mère. Donc, tout ça, c'est des effets positifs de l'engagement du père qui sont visibles pendant la période prénatale. Il y en a aussi du côté de l'allaitement. Donc là, il y a vraiment des chercheurs qui ont conclu que les mères qui ont reçu le soutien du père pour l'allaitement après la naissance, eh bien, elles sont plus nombreuses à allaiter à la sortie de l'hôpital et aussi à allaiter exclusivement à 6 mois. Donc ça, c'est vraiment, selon eux, le soutien du père qui diminuerait, entre autres, des facteurs de stress qui sont liés à l'allaitement. Alors, pour terminer cette présentation, on voulait ouvrir justement, après toutes ces informations sur les effets positifs de l'engagement des pères, sur quelques pistes de solutions, en fait, qui permettraient justement de favoriser l'engagement des pères. Alors, bien évidemment, l'engagement des pères auprès de leur enfant, ça ne dépend pas seulement de leur bon vouloir. Il y a les caractéristiques de l'environnement du père qui peuvent avoir vraiment des répercussions importantes sur sa capacité à s'impliquer auprès de sa famille. Donc, les experts constatent qu'on n'a pas suffisamment encore développé le réflexe de considérer les réalités qui sont particulières au père dans les politiques publiques et dans les services à la famille.
J'ai un exemple très concret pour ça, c'est que par exemple au Québec, avec la mise en place du régime québécois d'assurance parentale en 2006, il y a un congé exclusif au père qui a été mis en place et ça, en un an, ça a permis de presque doubler le nombre de pères qui ont bénéficié de prestations. Et justement, la principale raison qui est identifiée par les chercheurs à ça, eh bien, c'est que les pères se sentaient plus légitimes et autorisés à prendre un congé lors de la naissance parce que ce congé leur était directement dédié. Donc, il y a toute une sorte de variété, ça c'est juste vraiment un exemple, mais il y a une grande variété d'actions qui sont possibles pour valoriser l'engagement paternel et le soutenir. Et il y a un groupe de chercheurs au Québec qui a répertorié un grand nombre de politiques publiques auxquelles il serait possible justement d'ajouter des orientations pour mieux tenir compte des besoins des pères et donc favoriser leur engagement. Il y a vraiment 3 grands niveaux qu'ils ont identifiés, là, tout ce qui est au niveau de la famille, par exemple, faciliter le partage du congé parental, au niveau de la sphère du travail, donc l'aménagement du temps de travail et les mesures de conciliation en général, un autre exemple. Et il y a aussi, plus largement, tout ce qui est dans la communauté, l'environnement, les services, comme par exemple former le personnel à la réalité des pairs. Donc, on a réalisé une synthèse, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez la voir à l'écran. Ça, c'est une synthèse du travail de ces chercheurs, puis le lien vers le rapport détaillé est également disponible sur notre site si jamais ça vous intéresse de creuser. Mais c'est un petit peu des exemples justement de politiques, de programmes et de lois qui pourraient justement être visés. Et un des volets qu'on souhaitait également mettre en lumière, puis qui, je pense, va être abordé de très belle façon, j'en suis certaine, par la suite des échanges aussi, c'est justement que les pères et les mères n'ont pas les mêmes besoins et ne cherchent pas nécessairement à être soutenus de la même façon. Il y a des organismes, par exemple, qui ont démontré qu'il est possible de mieux rejoindre les pères en adaptant leur offre de services. On pense par exemple à l'adaptation des horaires, du choix d'activités, l'approche d'intervention, les outils de communication. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, on a aussi 2 vidéos qui sont disponibles sur notre site, puis qui rassemblent en fait des témoignages de pairs et d'organismes qu'on a rencontrés lors de la création de notre dossier web et qui justement partagent un petit peu les initiatives qu'ils ont mises en place. Et on en a une même plus spécifiquement sur le cas des pères immigrants. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si jamais vous voulez retrouver le contenu du dossier web, de toute façon, on partagera la présentation, puis l'URL est disponible ici. Et vous pouvez également vous abonner à notre infolettre ou nous suivre sur les médias sociaux pour rester informé. Donc, je crois qu'on a maintenant quelques minutes pour les questions. Je vais Absolument. arrêter mon partage d'écran pour pouvoir vous voir. Merci beaucoup, Voilà. Flora. Merci beaucoup pour mettre ce rapport en évidence, donner quelques chiffres, donner aussi des points clés là sur l'importance sur la santé, enfin l'impact sur la santé. On a noté le développement langagier, l'habileté socio-émotionnelle et puis tout ce travail au niveau prénatal qui a également un impact. Donc très intéressant. Merci beaucoup. Ça aide vraiment à se mettre en perspective. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? On vous invite à lever votre main. Je vois un message dans le clavardage. J'ai une petite question. Donc, vous dites que le père a des interactions différentes et complémentaires de celles de la mère. Comment le père est différent dans ses interactions avec l'enfant que la mère et comment est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que Flora, vous avez le... Oui. Oui. C'est sûr que je n'ai pas nécessairement tout le détail pour répondre à la question, mais déjà, ce qui est important de mettre en lumière, c'est que c'est aussi déjà le fait d'avoir une approche. Chaque personne a des forces, des façons de faire qui sont différentes pour répondre aux besoins de l'enfant. Donc ça, c'est déjà le premier volet, peu importe si on parle de père, de mère ou autre donneur de soins. Là. Donc ça, c'est le premier volet. Et ensuite, par exemple, on avait l'exemple pour les habiletés, le développement des habiletés de langage, où là, on remarque que les pères, par exemple, dans les études, ils ont plus tendance à poser des questions ouvertes, à demander plus de clarification. Donc, c'est un style d'interaction qui est différent qu'ils ont tendance à avoir, puis qui favorise le développement du langage. Donc, je pense que le point, c'est vraiment plus sur cette complémentarité-là. Puis sinon, pour creuser ça, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de détails certainement aussi dans le dossier web où on pourrait aller regarder, si vous voulez, au niveau des recherches, là, ce qui est disponible.
Merci Flora. Puis je pense qu'il y aura peut-être quelques éléments de réponse dans les prochains, avec nos prochains panélistes. Donc, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va passer à notre panéliste suivante. Et dans tous les cas, vous pouvez continuer à noter vos questions, soit encore une fois dans la discussion, soit dans les questions-réponses ou lever votre main. On va passer peut-être à Marine parce que je ne vois pas d'autres questions. Et puis, on aura du temps à la fin dans tous les cas pour les questions. Alors, Marine de l'âge de Luget, comme j'ai présenté tout à l'heure, et de Nexus Santé. Nexus Santé, c'est l'un de nos 22 porteurs de projets pour le programme Petite Enfance en Santé. Par l'équipe, enfin à travers l'équipe, il y a beaucoup d'activités sur la promotion de la santé et de la petite enfance qui ont été faites. Et parmi la programmation, on trouve notamment une série de podcasts qui sont nommés Parenthèses et qui s'adressent aux familles francophones qui vivent en Ontario et durant lesquels des parents d'enfants de 0 à 4 ans viennent partager des anecdotes qui sont tirées de leur expérience ainsi que des conseils sur la santé mentale des enfants. Alors Marine, au cours du mois de septembre, Nexus Santé a organisé des activités autour de la thématique la relation père-enfant, donc incluant un podcast et un webinaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, notamment peut-être nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de cette thématique et pourquoi le podcast et le webinaire, c'était deux outils qui étaient très adaptés pour l'aborder. Merci, Émilie. Alors déjà, on avait choisi ce thème parce que c'est vrai que dans notre programme Petite Enfance, on entend beaucoup parler en fait des mères ou des personnes en tout cas avec une figure maternelle auprès des enfants et assez rarement des pères. Les pères sont toujours un petit peu en retrait par rapport à ça. Dans tous les contacts qu'on a eus en fait avec des parents, la plupart du temps, 90% des gens qui répondaient à nos sondages, des choses comme ça, étaient des mères et non pas des pères. Donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, il faut vraiment remettre en fait le père dans une place centrale par rapport au développement des enfants. Pour être tout à fait honnête, ça a été compliqué de mobiliser aussi des pères lors de ce mois. Donc, on a vraiment essayé. Et en fait, finalement, on a eu 3 programmes qu'on a eu au mois de septembre. Donc, on a eu le webinaire et le podcast que vous avez mentionné. On a eu aussi les parents créateurs de contenu, où en fait, on invite tous les mois des parents à venir raconter leurs histoires sur nos réseaux sociaux. Donc, sur cette plateforme-là, désolée, on a eu une mère qui est venue en fait raconter les relations entre son conjoint et ses enfants. Le webinaire, lui, permettait vraiment d'avoir le point de vue en fait expert. Donc, on a reçu une experte en petite enfance qui est venue un petit peu raconter le pourquoi, les différences entre la mère et le père, pourquoi est-ce qu'un père a autant d'impact positif en fait sur le développement de l'enfant, la présence masculine en général auprès des enfants et dans la famille, et ce que la théorie aussi préconise en termes de bonnes pratiques. Et le podcast, quant à lui, recevait en fait un père. Et vraiment, c'était l'histoire du père. C'était le père en fait qui conduisait un petit peu le flow du podcast. Et ça permet de créer en fait un lien dans la communauté francophone en Ontario. Par le biais du partage de retours d'expérience sur les défis rencontrés dans leur parcours de parents, mais aussi d'astuces et de conseils pratiques, et donc délivrés directement par la personne au cœur du sujet, c'est-à-dire la figure paternelle. Merci Marine. On parle de l'Ontario, mais on est d'accord que en tout cas au niveau des podcasts, c'est accessible sur une plateforme, enfin, et c'est Oui. disponible partout au Canada et même à l'extérieur, hein, on est d'accord. Voilà, tout à fait. Podcasts et webinaires sont disponibles partout. Nous, c'est vrai que notre programme est plus axé sur les familles francophones en Ontario. Mais après, évidemment, si d'autres personnes veulent se joindre à nous et écouter, il n'y a aucun souci. Parfait. Alors, c'est quoi les éléments finalement majeurs ou importants qui sont sortis des activités? Donc, on a bien compris, ce sont deux activités vraiment différentes, l'un avec une expertise, l'autre plus dans le ressenti et puis l'expérience. Finalement, c'est quoi les éléments majeurs? Alors, on a eu 2 grands éléments majeurs et dans chacun de ces éléments, il y a eu des petits sous-éléments qui sont arrivés. Donc, le premier, c'était
que trouver sa place et sa valeur en tant que père auprès des enfants relève non seulement du père, et beaucoup de choses ont déjà été citées par Flora auparavant, mais ça vient aussi de la maman ou de la conjointe, qui peut vraiment aider en fait le père à trouver, partager et réserver des activités en fait entre la figure paternelle et l'enfant. Donc ça peut être le dîner, ça peut être le bain, ça peut être des activités à l'extérieur, ça peut être le temps de l'histoire avant d'aller dormir, des choses comme ça. Il faut aussi aider le père en fait à trouver sa place auprès du corps médical, qui a encore très et trop souvent en fait tendance à se diriger vers la mère pour prendre des décisions ou pour parler de la santé de l'enfant. Et donc, du coup, vraiment inclure le père en fait dans les discussions, dans les interactions durant les rendez-vous, pendant l'accouchement, les cours prénataux et toutes les autres activités. La société aussi a un grand rôle à jouer sur la place des pères. Donc, les pères sont, c'est ce qu'on a trouvé, c'est les retours qu'on a eus, que les pères sont encore trop souvent considérés comme des accessoires en fait dans la vie de l'enfant. On entend assez souvent parler, par exemple, du papa dont le contact en fait aura été donné à l'école, mais l'école continue quand même à appeler la maman pour si l'enfant est malade ou des choses comme ça. Et du coup, pas du tout prendre en considération en fait que si le contact du père a été donné, c'est que potentiellement le père a peut-être plus de flexibilité dans son travail, des choses comme ça. Enfin, c'est aussi, en fait, après, bon, ça repart dans tout un concept de la société sur la répartition des rôles au sein de la famille qui fait encore que ça évolue. Et puis, et ça, je pense que ça sera aussi discuté après potentiellement par Laurence sur, en fait, les a priori autour de la présence masculine en petite enfance. Donc, assez souvent, les éducateurs sont plus des éducatrices. Et on a trouvé qu'il y avait pas mal d'a priori en fait, de la part des parents et des mères sur le fait d'avoir en fait, un éducateur et que même, ça pouvait même pousser en fait, lors des entretiens d'embauche, qu'éventuellement les questions seraient plus poussées, plus inquisitrices quand il y a un homme plutôt que quand c'est une femme. Et du coup, voilà, c'est des choses qu'on a trouvées par rapport à ça. Et puis, il y a aussi le côté où les pères ont besoin d'être plus reconnus et plus soutenus. Et on trouve que les pères n'ont pas forcément le réflexe d'aller se diriger vers des groupes de soutien pour les parents ou pour les pères. Et donc après, quand je dis père, ça peut être père, grand-père, tout autre membre de la communauté masculine ou s'identifiant comme masculin. Et puis aussi soutenir aussi les pères à demander de l'aide quand ils ont besoin. Donc, par exemple, ce que j'ai dit, rejoindre des groupes d'entraide, recevoir du soutien psychologique aussi, et éventuellement pendant le postpartum, qui existe et qui n'est pas assez reconnu chez les pères, et vraiment pouvoir communiquer en fait, pour normaliser ce besoin de soutien. La mère a besoin du soutien, mais le père a aussi besoin du soutien. C'est deux parents deux personnes en fait, dans la vie d'un enfant et qui vivent les mêmes choses en parallèle et puis parfois aussi voilà, qui se rejoignent. Je vois Laurent qui sourit et qui acquiesce. Je pense qu'il aura beaucoup de choses à nous dire par la suite. C'est très intéressant de voir que finalement, c'est un travail commun à faire, que ce soit le travail de la maman, le travail du corps médical, le travail de la société en général, et puis aussi, c'est un travail du papa aussi à mener. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, c'est un tout, que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est vraiment un travail de tous. Une autre petite question, c'est au niveau des défis. Est-ce qu'il y a des défis qui ont été soulevés par rapport notamment à la difficulté des familles à décrypter les relations père-enfant? Je sais que tu l'as un peu évoqué, mais est-ce que, par exemple, il y a des ressources existantes pour que les papas puissent s'engager dans la santé et le bien-être de leurs tout-petits qui sont connues? Est-ce que ces ressources sont suffisantes ou non? Alors, nous, c'est vrai on n'a pas mené forcément d'études par rapport en fait, à toutes les ressources qui sont disponibles. Ce qu'on a constaté, ceci étant dit, c'est que beaucoup de ressources en fait, sont euh, plus d'un point de vue féminin ou écrites au féminin et peuvent avoir, ça c'est ce qu'un papa nous a dit, peuvent avoir un ton condescendant aussi de temps en temps pour les papas. De temps en temps, genre, oui, le papa qui doit laisser sa manette de jeu pour aller s'occuper des enfants ou qui babysit les enfants quand ils sortent et tout. Donc,
on a eu du retour de pas mal de pères qui se sentaient pas forcément avoir en fait leurs photos, enfin leur profil en tout cas dans les ressources. Il y a eu quelques livres avec une vision, enfin les livres avec une vision collaborative entre les deux parents semblent avoir un meilleur impact sur les pères. Donc vraiment la considération, la responsabilisation, la reconnaissance, la valorisation et la motivation. Ensuite, c'est vrai que bon, ça j'en ai déjà parlé un petit peu. Enfin, parlé un petit peu, c'était vraiment le concept de pouvoir avoir accès en fait à des groupes pères, parents pour se confier, etc. Et puis la société accorde peut-être pas encore assez d'importance en fait à la nécessité pour les pères d'avoir plus de temps et pour se dédier en fait davantage à leurs enfants et en fait au développement de la relation avec leurs enfants. Pour l'instant, il y a peu, enfin, en Ontario, par exemple, le congé parental n'est pas forcément, et paternel particulièrement, n'est pas forcément encore très étendu et les pères peuvent avoir vraiment un petit peu du mal à prendre leur congé paternel par la peur en fait de la vision de l'employeur qui peut être pas assez flexible et pas assez compréhensif pour que le père puisse se sentir vraiment soutenu en fait dans son cheminement de vraiment être un père impliqué et qui a le temps de s'impliquer aussi. Mhm. Je vois que tu nous as déjà donné quelques bonnes pratiques comme les groupes de soutien, le congé paternel. Est-ce que tu vois d'autres bonnes pratiques qui permettraient de développer la relation père-enfant que tu aimerais nous partager? Alors, on a fait un webinaire au mois de... Et j'ai un gros doute maintenant. Est-ce que c'était au mois de juin? Oui, c'était au mois de juin. Au début juillet, en fait, sur le jeu libre. Et c'est vrai que le père peut vraiment avoir un bon effet sur l'enfant par le biais du jeu libre, notamment sur l'exploration et les défis, et aussi en extérieur. Ça a tendance en fait à renforcer la confiance en soi de l'enfant et peut l'aider aussi plus tard à être plus serein socialement et dans de nouveaux contextes. Et comme l'a mentionné Flora, ça a vraiment un impact en fait sur le développement cognitif et les pères semblent souvent être bien outillés en fait cognitivement pour ce genre d'activité. Évidemment, ces activités sont toujours recommandées d'être pratiquées tout en étant conscient en fait des principes de sensibilité parentale. Donc voilà, prendre en compte les besoins de l'enfant aussi et les signes de l'enfant. Est-ce qu'il se sent à l'aise ou pas à l'aise? Est-ce qu'il a envie ou pas envie? Et le soutenir aussi dans les prises de risques. Ensuite, ça retouche aussi à ce que Flora a dit tout à l'heure, parler à son enfant pour les pères. Et puis, comme l'a dit Flora, c'est vrai que les pères ont tendance en fait à avoir un langage qui est... Enfin, il va utiliser du vocabulaire et des questions qui va vraiment pousser les enfants en fait à développer un langage. Euh, et donc, du coup, l'enfant apprend des nouveaux mots, est amené naturellement à la réflexion et ça aura un impact positif plus tard dans sa façon d'aborder plus sereinement des concepts complexes ou des problèmes à résoudre. Et puis, ensuite, la dernière chose, qui n'est pas forcément la dernière, en fait, qui pourrait potentiellement être la première, c'est vraiment aider le père à se sentir impliqué et valorisé dès le tout début de la grossesse. La grossesse, même si c'est la personne enceinte qui a tout ce sentiment pendant 9 mois, qui a le temps vraiment de s'imprégner de ce qui va arriver, impliquer le père dès le début aide vraiment en fait à ce que le père se sente valorisé et se sente en fait en droit et à sa bonne place pour en fait s'occuper de son enfant et avoir sa vraie place de père. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait à deux. Donc, Merci Marine. Il y a une question dans le chat qui est peut-être du domaine médical. Alors, je vais quand même la lancer, mais sentez-vous libre, que ce soit Laurent, Flora, Marine ou Rachel, d'y répondre ou au contraire de ne pas y répondre parce qu'on tombe limite dans le domaine médical. Est-ce que la question c'est pour ce qui est du postpartum pour les pères, est-ce que c'est semblable à la dépression postpartum des mères?
Alors, je ne sais pas si l'un de vous a un élément de réponse ou là, pour le coup, on tombe vraiment dans le domaine médical. Flora, est-ce que vous avez, dans les études, mis ça en valeur, en avant, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti? Spécifiquement à ma Non. connaissance, non. Après, peut-être, mais pas à ma connaissance. OK. N'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe de discussion ou dans les questions. Je ne vois pas toutes les questions. Est-ce qu'il y a des mains levées? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser sa question directement? Je vois une question. Ma collègue me dit qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a des études sur les familles, enfin les papas, les familles euh, monoparentales ou les familles composées de deux papas? Est-ce qu'on a des études spécifiques sur ça? Est-ce que les relations sont différentes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties des études? Et je m'excuse, là, la question est peut-être plus pour Flora. Oui. En fait, je n'ai pas de détails, mais ce que nous, on a vraiment identifié plus, c'est que c'est sûr que les parents sont là pour répondre aux besoins de leurs enfants, les aimer, les nourrir, les loger. Et donc, tant qu'ils remplissent bien leur rôle, généralement, c'est surtout ça qui va importer en fait dans le développement des tout-petits, Oui. au-delà bien évidemment de tout ce qui a pu être souligné sur les apports spécifiques potentiellement du père. Mais nous, c'est principalement c'est cette ligne-là qu'on a identifiée, mais à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas en tête de données spécifiques sur ces points-là. Ça serait intéressant aussi. Il y a des chiffres qui ressortent. Je pense que là, on amène aussi un point intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à notre panéliste suivante, qui est Rachel. Donc, Rachel Smith, qui est la directrice de Cap Enfant. Cap Enfant, qui est un centre qui offre des programmes et des services gratuits aux familles pour aider au développement et au bien-être de leurs enfants. Donc, Cap Enfant est comme Nexus Santé, c'est l'un de nos porteurs de projet. C'est le seul pour l'île du Prince-Édouard. Et donc, parmi nos porteurs de projets en petite enfance en santé, en tout cas l'année dernière, c'est Cap Enfant qui a comptabilisé le nombre le plus important de papas ou de gardiens qui ont participé à des activités pour l'initiative Petite Enfance en Santé. Et en termes de chiffres, donc vous, Rachel, vous avez réussi à faire participer 54 papas ou gardiens en 2020-2021. Alors, ma première question pour vous, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer si vous avez été surprise d'arriver en tête, mais au-delà du rang, euh, pourquoi est-ce que ce chiffre il est finalement si élevé? Oui, ça fait 3 ans qu'on offre une programmation régionale dans le cadre de Petite Enfance en Santé ici à Lille. Sur les 6 régions francophones établies à l'île du Prince-Édouard, ont chacun un petit budget pour offrir de la programmation dans leur région. Et l'année dernière, le grand total de papa, la participation de papa était 54. On était très excités avec ce numéro-là. La manière qu'on essaie de planifier nos activités, que ce soit des activités en famille, parce que c'est ça, c'est qu'est-ce que les familles ont signalé qu'ils aimeraient d'avoir, c'est plus d'activités en famille. Puis quand tu as une activité en famille, la maman, le papa et les autres enfants peuvent venir à l'activité spéciale. Mhm. Je sais qu'il y a un gros travail de sensibilisation aussi qui est fait par vous pour engager les papas. Ça date pas de l'année dernière, c'est un travail de longue haleine. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de bonnes pratiques pour les sensibiliser à venir aux activités? Parce qu'on pourrait imaginer que voilà, on peut proposer des activités, mais si on fait pas de sensibilisation derrière, les papas vont pas forcément venir. Oui. Et puis j'aimerais aussi vous demander, avec votre expérience, est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayé de faire pour les faire venir ou pour les engager dans les activités qui n'ont pas marché? Ça, c'est bon aussi de pratiquer. Enfin, on partage souvent les bonnes pratiques, mais c'est bien aussi de partager ce qui n'a pas marché. Oui. Pour nous, à Cap Enfant, on a une programmation régulière et on offre des groupes de jeux. Ça, c'est enfants et parents
mais ceci, ça se déroule pendant la semaine. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est seulement les mamans et les enfants qui viennent. Et puis on voulait vraiment toucher les papas aussi, so il fallait qu'on change notre aspect un petit peu. On a décidé d'offrir des plus grosses activités en fin de semaine ou pendant les soirs de la semaine. Puis c'est là où on a vu plus de papas s'engager durant la participation parce que la réalité est les mamans sont en congé de maternité ou ils sont à la maison avec les enfants, mais les papas travaillent. Puis c'est pas juste au papa de manquer les activités non plus. So on essaie d'offrir plus de programmation pour eux en soirée ou en fin de semaine. Mhm. Une fois que vous arrivez à les faire venir aux activités, alors est-ce que les papas vous font déjà des retours? Si oui, c'est quoi les retours des papas? Est-ce que vous avez des papas qui viennent pour apprendre des choses ou juste pour créer du lien avec leurs tout petits ou pour créer du lien avec la communauté ou alors pour faire plaisir aux mamans? C'est quoi leur... ça peut arriver peut-être, alors je pose la question. Oui. Oui, c'est parfois où la maman inscrit la famille, puis le papa se joint aussi. On a vu ça aussi se dérouler. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est on essaie des fois d'avoir des activités qui sont plus attrayantes pour les papas. C'est pas juste exemple, aller faire un petit bricolage de poterie. Il y a des fois, on essaie d'avoir des activités à la caserne de pompiers ou si c'est quelque chose un petit peu plus activité physique, c'est des jeux dehors. On essaie d'intégrer les intérêts de c'est quoi ce qu'un papa aimerait faire avec leur enfant. Mais les papas, tu peux voir la joie dans leur visage quand ils sont en nos activités. Ils sont là pour créer ce lien spécial-là avec leur enfant aussi. Rachel, est-ce que vous leur posez la question, papa, après chaque activité, qu'est-ce que vous aimeriez faire après qu'est-ce qui ferait que vous reviendriez à d'autres activités? Vous les impliquez dedans? Il y a eu des sondages dans le passé pour impliquer les papas, c'est qu'est-ce qu'eux veulent. Puis on essaie d'intégrer ça aussi. Mhm. Oui. Avec les papas qui sont présents aux activités, est-ce que, à titre d'organisme, vous observez déjà des impacts sur le terrain par rapport aux tout petits? Est-ce que, par exemple, les enfants, quand les papas sont là, réagissent différemment que ce soit l'enfant qui a son papa ou les autres enfants d'ailleurs? Est-ce que c'est quoi les différences? Est-ce que les choses sont faites différemment? Est-ce que les mamans aussi réagissent différemment? C'est quoi la dynamique du groupe? C'est difficile à dire parce que nous autres, nos tranches d'âge sont de 0 à 6. So pour les réactions des tout petits, ça fait vraiment pas de différence quelle façon d'activité, si c'est la maman qui est juste là toute seule ou si c'est maman et papa, ils allons être excités de l'activité. Il n'y a pas vraiment une réaction comme telle, mais si on regarde plus aux réactions, ce serait les réactions de la maman et le papa, que la maman est fière d'avoir son conjoint là avec elle ou vice-versa. Parce qu'il y a des familles où ils ne planifient pas de faire des activités en famille et si ce ne serait pas de nous autres pour offrir une programmation, ils n'aurions peut-être pas cette occasion-là de se déplacer en famille et d'aller à une activité spéciale pour eux. Mhm. Pour terminer, c'est quoi les objectifs que Cap Enfant s'est fixé pour engager encore plus les papas? Quand on arrive à atteindre 54, est-ce qu'on a envie d'aller atteindre, je sais pas, la centaine de papas ou est-ce que finalement c'est pas important le nombre, on est plus sur c'est un travail à faire et puis c'est ça, c'est un engagement, ça se travaille tous les jours et puis c'est une pierre à l'édifice. Oui, il y a toujours du travail à faire. On ne s'est pas fixé sur un numéro de combien de papas qu'on aimerait viser pour cette année. On aime à délivrer des activités de qualité aussi. Et puis, c'est juste à trouver cette activité-là qui va attirer la pleine famille, pas juste une ou deux personnes de la famille. Mhm. Oui. Merci beaucoup pour ce partage, Rachel.
Avez-vous des questions? Je vous invite encore une fois à les poser dans la discussion et puis ne soyez pas timide à lever votre main. Je vois qu'on a des papas aussi, ou en tout cas des hommes parmi nous. J'aimerais aussi beaucoup vous entendre. Si vous ne souhaitez pas non plus intervenir ou rebondir, ou si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas aussi à partager avec nous. Ça serait vraiment très intéressant de vous entendre. Flora, je vois que tu as ajouté quelques... Je vais lire ton commentaire. Pour compléter sur la question précédente au sujet des familles, il y a un rapport de recherche qui a été fait sur les familles homoparentales qui a été publié récemment et aucune différence significative entre le développement des enfants de couples homosexuels et les autres. Les familles changent, mais les besoins des enfants restent les mêmes malgré leur diversité. Les familles jouent les mêmes rôles, bien sûr. Merci beaucoup. Je ne vois pas de questions. On va enchaîner avec Laurent, qui est notre dernier intervenant. Bienvenue, Laurent. Donc, comme je l'ai dit, Laurent, il habite en Ontario. Il est papa de 3 adolescents. Il est facilitateur pédagogique à la FCO, il a été éducateur et il est à l'initiative d'un groupe de mixité qui compte pour l'heure une douzaine de personnes. Et le réseau donc organise des rencontres d'hommes éducateurs de la petite enfance et il permet aux hommes de se soutenir et de persévérer dans la profession. Alors Laurent, est-ce que vous voudriez en quelques mots ajouter quelque chose sur l'initiative que vous avez mise en place? Et est-ce que vous pourriez également nous expliquer ce qui vous a donné envie de vous engager dans la voie de l'éducation des jeunes enfants? D'où ça vient? Alors, ouais, je vais commencer par les rencontres qu'on fait entre les hommes éducateurs en Ontario. En fait, l'idée m'est venue parce que j'ai participé à un groupe du Québec. Grâce à Covid, j'ai pu participer en virtuel en fait à ces rencontres-là. Et puis j'ai vraiment vu la pertinence de ces groupes de parole et de soutien entre nous. Où, voilà, quelques thématiques qui sont abordées. Et puis ça nous permet d'échanger sur nos spécificités en tant qu'homme en petite enfance. On est vraiment très peu présent en petite enfance. Et voilà, et je pense que le déclic, ça a été une soirée où un jeune éducateur est arrivé, il était complètement désemparé de la journée qui venait de se passer. Il venait juste de commencer dans la profession, il était déjà prêt à changer de travail, quoi. Et il y a eu le soutien en fait de tout le groupe qui était là et voilà, et on l'a senti vraiment revivre à la fin de la rencontre. Et voilà, les rencontres suivantes, on a vu qu'il avait changé de rôle, qu'il avait évolué professionnellement et resté dans l'éducation des jeunes enfants. Donc, c'était une vraie victoire. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas mettre ça en place en Ontario? Donc, voilà, c'est un peu plus difficile parce on a un mandat francophone à la FCO. Donc, voilà, réussir à connecter avec les hommes éducateurs en petite enfance, c'est déjà pas facile, mais francophone, c'est encore une autre difficulté. Mais on y arrive. Et puis, on a démarré avec un groupe d'une douzaine d'hommes. Et voilà, on a des discussions et qui permettent de se soutenir et de montrer qu'on est là aussi, quoi. Et voilà, de voir les spécificités qui peuvent arriver. Et puis, voilà, Flora, Marine et Rachel ont parlé de beaucoup de choses. Et c'est sûr que ben, malheureusement, les hommes qui travaillent en petite enfance ont souvent l'étiquette de pédophile qui est là avec eux. Parce qu'il y a eu des cas qui sont arrivés, malheureusement, ça nous fait très mauvaise presse et ça rebute de nombreux hommes à aller s'engager dans la voie de l'éducation des jeunes enfants. Donc, il faut faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à la manière dont on le fait et dont on le dit aussi. Et comme ça a été dit avant, oui, il y a des entretiens. Moi, c'était pour un stage où on m'a vraiment questionné pourquoi moi, homme, pas moi, éducateur de la petite enfance, mais pourquoi moi, homme, je voulais faire un stage dans leur centre. Et voilà, je me suis préparé à tout ça quand même avant. J'ai fait beaucoup de lectures et j'étais prêt à répondre à ça. Et voilà, ça m'a permis de faire mes études et d'être là aujourd'hui en tant que facilitateur pédagogique. Merci Laurent. Sur le plan plus personnel, alors je sais que tes enfants sont grands maintenant, mais comment tu t'es impliqué dans leur développement, dans leur santé, dans leur mieux-être quand ils étaient petits et encore maintenant adolescents? Est-ce que l'environnement dans lequel tu as évolué, l'accompagnement que tu as pu obtenir, ça a joué un rôle majeur
justement dans ton engagement? En discutant avant le webinaire, tu m'as dit, moi, j'ai pas, enfin, j'ai été accompagnée. Donc, j'aimerais que tu nous dises en quoi ça a joué. C'est vrai que moi, dès que la maman de mes enfants était enceinte, c'était un projet commun. Donc, comme ça a été dit, la décision s'est prise à deux et puis j'étais présent. Donc, on a fait des cours d'autonomie, de préparation à l'accouchement. J'ai toujours été présent. J'étais présent aux accouchements de mes 3 enfants. J'ai eu la chance de leur donner leur premier bain aussi suite à l'accouchement. Et voilà, ils ont tous les 3 été allaités. Et voilà, j'étais complémentaire en fait. C'est-à-dire qu'on partageait les rôles avec leur maman pour prendre soin des enfants. Et voilà, j'ai toujours été présent dans l'accompagnement, l'éducation de mes enfants. Et voilà, et ça m'a donné envie de continuer. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie et puis au bout d'un moment, j'avais besoin d'un peu plus de contact social. Mes enfants allaient dans un centre éducatif à ce moment-là. J'ai connecté avec les professionnels qui m'ont vraiment encouragé à aller vers cette voie-là. Et vu que j'étais déjà très impliqué, pour moi, en tant que papa, c'était pour moi une continuité en fait de pouvoir devenir éducateur de jeunes enfants, éducateur de la petite enfance. Je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit tout à l'heure Flora, quand elle a dit, souvent on est dans le cliché encore de le papa participe en ayant des activités plutôt sportives ou des ateliers de bricolage, etc. Puis toi, tout de suite, tu as mis le volet sur, ben non, j'étais là pour donner des câlins, j'étais là pour changer les couches, tout l'accompagnement affectif et tout ça. Pour toi, c'est un rôle majeur, bien évidemment. Mais est-ce que tu penses que c'est encore peut-être encore mis de côté par les papas ou est-ce que c'est la perception de la société, ça encore, qui est faussée? Je pense que oui, il y a une perception de la société, puis une pression de la société aussi qui est là. Faut être un homme, faut être viril. Donc, est-ce qu'on va donner des câlins comment c'est vu par la société et tout ça? Et il faut réussir à passer outre tout ça et puis à faire ce qu'on a envie, à avoir nos valeurs aussi, ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. C'est difficile de résister à la pression de la société, mais pour moi, c'était indispensable de m'engager dans tous les moments de la vie de mes enfants aussi. Donc, c'est pas évident tous les jours, mais voilà, je suis là et puis je continue à défendre ma place actuellement, même si mes enfants sont adolescents maintenant. Donc, c'est un accompagnement qui est très différent, mais je suis toujours là. Bien, on va parler plus du côté maintenant, le volet éducatif, là, éducateur en tout cas. Donc, avec ton expérience, en quoi la présence d'une figure masculine auprès des tout petits dans un service de garde joue un rôle majeur et aussi complémentaire à celui des éducatrices? Je ne sais pas si tu as des chiffres de pourcentage, mais j'imagine que c'est très minime le pourcentage d'éducateurs par rapport aux éducatrices. Et puis aussi, qu'est-ce que ça va apporter à l'enfant? Encore une fois, dans le service de garde, et est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager? Alors, les chiffres sont très, très faibles. Effectivement, je n'ai pas de chiffres précis ou récents, mais on est à moins de 5 ou moins de 3% d'hommes en petite enfance actuellement, dépendamment des pays. Globalement, c'est à peu près pareil, sauf en Europe du Nord, où il y a vraiment un pourcentage d'hommes dans certains centres qui est très élevé, mais ils ont aussi beaucoup de centres à l'extérieur, où ils passent leur journée à l'extérieur. Donc, il y a ça aussi qui attire peut-être un peu plus les hommes. Voilà. Sans rentrer dans le cliché, mais c'est vrai, et les études l'ont prouvé, c'est que les hommes éducateurs ont tendance à avoir justement des jeux un peu plus actifs avec les enfants. Et donc, si on leur propose justement dans leur profession, dans leur quotidien, de pouvoir avoir tous ces jeux actifs, eh bien, ils vont plus facilement s'engager. C'est ce qui se passe en Europe du Nord actuellement. C'est sûr que quand on voit actuellement juste des centres éducatifs, les petits bouts de choux, les petits cœurs, ça ne parle pas aux hommes en fait. Voilà, c'est du vocabulaire, comme beaucoup d'offres d'emploi, c'est les éducatrices. Heureusement, on a le gouvernement du Canada qui impose pour poster sur guichet emploi d'avoir éducateur, éducatrice. Et puis, il y a un mouvement qui fait que ça se développe aussi. Donc, c'est aussi une barrière de voir tout au féminin. C'est ce qui a été dit précédemment par les autres panélistes. C'est tout voir au féminin, c'est lourd en fait. Et c'est difficile de se projeter en tant qu'homme quand tout est marqué au féminin, quoi. Donc, il faut réussir à naviguer au travers de tout ça. Après, dans une salle, c'est complémentaire. Et puis,
est-ce que c'est dû au fait d'un homme? Est-ce que c'est dû au fait de la personne? Je ne sais pas exactement, mais ça permet d'avoir, voilà, comme ça a été dit avant, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas forcément de la même manière. La prise de risque, par exemple. Je vais parler de mon cas à moi, mais je l'ai observé aussi chez d'autres hommes, c'est on va laisser plus facilement un enfant expérimenter, grimper quelque part où peut-être que mes collègues éducatrices laissaient moins facilement faire, tout simplement, quoi. Et voilà, j'ai l'exemple tout simple d'un hiver où on sort et puis il y a un enfant qui voit juste une petite plaque de glace, quoi, qui commence à aller dessus, à glisser et puis à tomber, mais bien équipé. Et mes collègues éducatrices étaient prêtes à l'arrêter. Et en fait, je leur ai dit, attendez, moi je gère, je reste à côté d'elle. Et en fait, elle a passé un très long moment à expérimenter, à tomber, à remonter, à essayer de glisser, tout ça. Et puis finalement, j'en ai parlé avec mes collègues, je leur ai expliqué que pourquoi j'avais laissé faire, parce qu'elle est en train d'expérimenter. Et que la fois où vraiment elle va glisser soudainement sur les glaces, elle sera préparée parce qu'elle l'aura déjà fait dans ses jeux, en fait. Donc, il y a peut-être ça aussi, et puis le vocabulaire aussi, c'est-à-dire que moi, personnellement, je parle beaucoup moins avec des petits mots doux comme pourraient l'avoir fait mes collègues éducatrices, et je vais utiliser les vrais mots pour désigner les choses. Donc, quand les autres panélistes parlaient de vocabulaire aussi avant, ouais, j'entends ça, et puis je le reconnais aussi, quoi. Ça aide les enfants à utiliser les vrais mots pour les vraies choses, quoi. Très intéressant de t'entendre sur le sujet. Il y a une étude, juste pour abonder dans ce que tu dis, qui est pas tout à fait, qui est pas très récente, qui date de 2013 et qui a été faite à l'université de Sherbrooke, qui a été dirigée pendant 3 ans auprès de 200 éducateurs et éducatrices dans 25 centres de la petite enfance au Québec. Et ils ont analysé les méthodes qui étaient employées par les hommes et les femmes au niveau éducatif. C'était assez semblable, mais ils ont trouvé des différences principalement quand venait le temps de ranger les jouets après une activité. Et là où les femmes utilisaient, ou les éducatrices, pardon, utilisaient des stratégies un peu variées pour que les jeunes enfants soient pas trop frustrés, les hommes étaient beaucoup plus directs, comme ça va être le temps de ranger. Et même si ça générait plus de frustration, ça apprenait aussi aux enfants à gérer le sentiment de frustration. Donc c'est un petit peu aussi ce que tu es en train d'expliquer avec tes propos. Donc c'est très intéressant de mettre ça en avant aussi. Est-ce que tu as observé le fait que d'avoir des éducateurs hommes, ça aide aussi les papas à s'engager auprès de leurs tout petits? Est-ce que ça donne confiance? Est-ce que le papa vient plus, par exemple, chercher son petit à la fin de la garderie? Est-ce que vous discutez? Est-ce qu'il demande des conseils sur l'éducation? Comment ça se manifeste? Est-ce que tu as senti, toi, des différences? Est-ce qu'il y a eu une émulsion aussi ou... Je dirais autant au niveau des hommes que des femmes, autant des papas que des mamans, en fait. C'est-à-dire que les papas, comme beaucoup de parents, première vue, oh, il y a un homme dans la classe, c'est qui? C'est le plombier, c'est quelqu'un qui vient réparer quelque chose, parce qu'on n'est pas souvent là. Puis une fois que je suis là, que j'ai montré comment je suis avec leurs enfants, je fais des comptes rendus de la journée, qu'on prend des photos, qu'on discute ensemble, c'est sûr que les papas, de ce que j'ai remarqué, peuvent peut-être se sentir un peu moins jugés, entre guillemets, parce que, par exemple, voilà, leur fille arrive avec une couette ici, puis une couette ici, un peu décalée, et puis voilà, il arrive parfois qu'il y ait des collègues éducatrices qui vont faire une petite remarque, et voilà, moi je suis passé par là aussi en tant que papa, et je me dis, c'est pas grave, quoi. Déjà, il a pris le temps de coiffer son enfant, il a peut-être pas forcément l'habitude, en fait. Et puis voilà, il a accompagné son enfant pour venir au centre éducatif, et puis la discussion, oui, peut être assez facile et reste un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire que j'ai remarqué que des fois où c'est moi qui faisais la fin de journée, des fois, certains papas restaient un peu plus longtemps. Quand j'observais avec certaines de mes collègues, ce n'était pas forcément le même contact, la même communication. Mais aussi au niveau des mamans. Et ça, j'en avais discuté avec des mamans où, justement, il n'y a pas ce sentiment d'être jugées aussi en tant que maman parce qu'elles ont du mal à quitter leur enfant, parce qu'il y a des choses qui se passent et la discussion aussi est intéressante. Et puis ça se voit aussi avec les enfants, c'est-à-dire que dans la journée, ils ont aussi la chance de pouvoir se tourner vers un référent homme ou référent femme. Peu importe à quel moment de la journée, et ils ont le choix au fur et à mesure de leur journée. Et ça, je trouve que c'est super important
d'offrir ça aux enfants, ce choix en fait. Ça, on en avait parlé un petit peu, pareil, en préparation de la rencontre, là. C'était intéressant, le fait que tu mentionnes que l'enfant a finalement le choix et si on n'a que des éducatrices, puis encore une fois, j'imagine que beaucoup de services de garde seraient ouverts aussi à accueillir des hommes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours ce choix-là des petits. Et Flora, je vais me tourner vers toi. Est-ce que c'est pareil au niveau de... Est-ce qu'il y a des études qui auraient pu montrer que le fait d'avoir deux référents, que ce soit homme ou femme ou d'ailleurs non genré, est-ce que ça aurait un impact sur la construction de l'identité ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi creuser là dans un futur? Bah, c'est certain que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je pense que ça rejoint un peu ce qu'on se disait depuis le départ, c'est que d'avoir différents référents, bah, ça amène des approches différentes, ça permet de se construire de différentes manières, d'avoir des manières d'interagir qui ne sont pas les mêmes. Et donc, ça outille encore davantage toujours l'enfant. Donc, c'est certain que je pense que ça rejoint un peu les constats qu'on avait faits précédemment. Spécifiquement là-dessus, je ne sais pas si on se référait plus au milieu de garde ou de manière générale par rapport à la famille, mais je pense qu'au final, c'est une dynamique qui est assez similaire puisqu'on parle vraiment de personnes qui sont significatives en fait pour les tout petits dans leur développement. Merci. J'ai un commentaire dans le clavardage de Sylvain qui dit: je trouve très intéressant et relatif à mes propres expériences comme père, ce que dit Laurent, et il te remercie. Merci beaucoup Laurent. Avant d'ouvrir encore une fois la plage aux questions, je voudrais laisser peut-être la place à Marine, à Rachel, à Laurent, à Flora, si vous avez aussi des points à rajouter ou si par rapport à l'intervention de Laura, Marine ou Rachel, vous aviez aussi des compléments ou des acquiescer tout simplement ce qui s'est dit. C'est des choses que vous avez aussi entendues, je pense Marine, lors du témoignage peut-être. Oui, tout ce que Laurent a dit, c'est des choses qu'on a entendues. Et pour la petite histoire, Laurent va faire partie de notre podcast dans pas très longtemps. Donc, comme ça, si vous êtes intéressé aussi par en apprendre plus sur l'histoire de Laurent, il sera dans un des futurs épisodes. Mais oui, non, j'acquiesce complètement avec tout ce qui a été dit par les différents panélistes et avec un petit peu de chance, les politiques et puis la société aussi évoluera dans le bon sens pour donner aux pères toute la place qu'ils méritent dans la vie des enfants. Merci Marine. Rachel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Juste que je suis d'accord avec tout ce que les autres ont dit aussi. C'est très important que le papa soit dans la vie d'un enfant pour leur développement, puis tout ça. C'est c'est quelque chose de beau qu'un enfant peut avoir, c'est d'avoir leurs deux parents-là à tout temps pour eux. Merci Rachel. C'est la période de questions. Il nous reste quelques minutes pour ouvrir vraiment la plage à toutes vos interrogations. Encore une fois, si vous avez des témoignages à partager, que ce soit les mamans ou les papas, je vous invite vraiment à lever la main ou à mettre votre commentaire dans la boîte de discussion ou dans les questions-réponses. N'hésitez pas, on va se laisser quelques petites minutes. Je vois pas de main levée. Peut-être que tout a été clair, bien clair. Oui, Sylvain, je vous en prie. Oui, ben, comme il Bonjour. disait, bonjour. Bon, comme moi, je me suis impliqué dans l'allaitement par rapport aux enfants, c'est comme, bon, dans la nuit, c'est moi qui me levais, je changeais le petit. Après ça, ben, je l'apportais à ma femme. Elle l'allaitait, je le reprenais, je donnais son rouge. On retenait le deuxième allaitement. Après ça, le roux, elle changeait de couche une autre fois, coucher. Tu sais, il y a toujours des moyens de s'impliquer là-dedans à ce moment-là. Après ça, quand ils sont à l'école, ben là, c'est sûr que tu peux t'impliquer dans les comités d'école. Moi, j'avais embarqué dans tous les comités d'école pour essayer de suivre un peu la vie de mes enfants parce qu'ils sont loin à ce moment-là.
Puis à l'adolescence, ben, on avait embarqué dans les jeux de société, puis des jeux sociaux avec les enfants pour pouvoir justement interagir plus avec eux autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, bon, ben, on a des soirées de jeux, même s'ils sont des adultes de 29 ans et plus. Comme de quoi qu'on continue à jouer à des sociétés le week-end, une fois par mois, une fois par deux, 3 semaines, là. Alors, tu sais, il y a tout le temps moyen de s'impliquer constamment dans le rôle de l'enfant. Aussi, ce qui m'avait beaucoup interagi, qu'est-ce que Laurent disait, c'est l'affaire par rapport à l'étiquette de pédophile. Euh, oui, la plupart des pères, puis j'en ai déjà parlé avec d'autres amis pères, comme de quoi, quand tu es dans les endroits publics, supposons que tu vas aux toilettes publiques avec ton enfant, puis tu l'emmènes aux toilettes, bon ben, tu dis à voix haute, comme de quoi, bon ben, le papa, il t'aidera, tu sais, il va t'aider, il va falloir que tu descendes tes culottes, là, puis tu fasses pipi toi-même tout seul. Il faudra que tu tiens tout seul tes choses, là, puis tu fasses tes choses tout seul, parce qu'on a peur de l'étiquette de pédophile. Tu sais, c'est malheureux, mais il y a eu un gros traumatisme pendant un certain nombre d'années là-dessus. Puis je ne sais pas si les pères d'aujourd'hui, ça, je serais intéressé à voir comment ils vivent ça. Mais je sais que les pères de mon époque, c'était c'est une grosse chose, comme de quoi on faisait beaucoup, beaucoup attention. Euh, Puis j'étais d'accord avec Laurent par rapport au rôle du père, à laisser plus de place à l'enfant à expérimenter. C'est sûr qu'on repousse plus souvent les limites. Des fois, c'est pas trop. C'est c'est à la limite sécuritaire. La plupart du temps, tu sais, on est toujours là, prêt à réagir, mais c'est sûr et certain comme de quoi que on est prêt à laisser l'enfant plus aller de l'avant, à expérimenter. Puis aussi, comme de quoi que notre langage est moins nourricier et plus comme si on parlerait à une petite personne qui va être probablement éventuellement un adulte, là. Merci Sylvain, c'est vraiment beau d'entendre ce témoignage. Je vais laisser la parole à Laurent, mais avant j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez senti, par exemple, qu'au niveau du corps médical ou au niveau de l'éducation, enfin des conseils scolaires, par exemple, il y avait encore il y avait des clichés par rapport au papa, par exemple, qui conduit le matin l'enfant à l'école si vous l'avez fait, ou on va plus appeler, comme le disait, je crois, Marine ou Flora, on va plus appeler la maman si l'enfant se fait mal ou l'enfant est malade. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez vécues aussi? Oh oui, totalement. Mm. Puis c'est un peu dans le même principe que, je te dirais, je ferais une corrélation entre, supposons, tu vas chez un vendeur d'auto, puis quand tu es en couple, le vendeur va parler plus à l'homme qu'à la femme. Et pourtant, dans plusieurs cas, moi, j'ai déjà été avec ma femme pour acheter une auto, puis que c'était plus une auto pour elle. C'était ses besoins à elle. Mais le vendeur se tournait tout le temps vers moi. Ben, dans l'éducation, c'est le même principe. Si tu es en couple là, bon, ben, l'éducatrice va se tourner plus souvent vers la mère que vers le père pour poser des questions ou pour avoir des réponses. Mhm. Merci Sylvain. Laurent, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Merci Sylvain, c'est vrai que voilà, ça vient témoigner de ce qui se passe, de ce qui se passe vraiment. Et voilà, c'est juste des choses. Moi, quand j'étais directeur, je décrochais le téléphone et on demandait à parler à la directrice. Donc voilà, je réaffirmais que c'était moi directeur. Donc c'est ça aussi, j'ai conscience complètement qu'il n'y a pas l'habitude d'avoir des hommes en petite enfance, mais justement, il faut réussir à ouvrir l'esprit à tout le monde. Et c'est, voilà, étape par étape, petit à petit, les gens en changeant le vocabulaire. Et si je compare avec les anglophones, ils n'ont pas ce masculin-féminin, en fait. Donc, il n'y a déjà pas cette différence dans les écrits. Donc voilà, il y a plein de petites étapes qu'on prend avec le langage épicène. Donc, c'est-à-dire que nous, au lieu de parler d'éducatrice ou d'éducateur, on va parler de personnel éducateur, par exemple. Donc, il y a des petites étapes à prendre au fur et à mesure et qui vont faire évoluer. Et puis voilà, je travaille beaucoup avec le comité de mixité aussi au Québec où ils se font des vidéos qui mettent en scène les hommes éducateurs. Et c'est ça, il faut se rendre visible pour montrer qu'on est là. Et puis
que ce soit normal, ce qui n'apparaît pas normal encore malheureusement pour le moment, mais on est bien là, puis on continue. Merci Laurent, merci beaucoup Sylvain pour votre témoignage. S'il y a d'autres papas qui veulent prendre la parole, on leur donne aussi la parole avec grand plaisir. Il y a quelques petits messages dans le clavardage. Manon qui nous dit « Je crois aussi qu'il faut changer le vocabulaire lorsqu'on veut inclure et impliquer les pairs ». C'est ce que tu disais Laurent. J'ai Nathalie qui dit « Merci aux panélistes. On est un organisme de promotion, en promotion et valorisation de la paternité au Québec. Les exposés nous rejoignent vraiment. L'implication du père auprès des enfants a quelque chose de spécifique et complémentaire à la mère. En l'absence du papa, l'enfant sera enrichi de cette différence par ses contacts avec d'autres figures significatives masculines de son entourage. » Merci Nathalie pour ce partage. On a Christine qui vous dit aussi un gros merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Des mamans, des papas, des organismes. On a Dominique, Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et Labrador, qui nous dit « Étant père de 3 jeunes enfants, je trouve important de mettre en lumière le fait que moi, personnellement, en tant que père et figure masculine paternelle dans le développement de mes enfants, j'ai une approche très différente que celle de ma conjointe. Je trouve cela bien car nous renforçons notre rôle en ayant une approche différente qui se complète parfaitement au final. » On en revient effectivement à tous les témoignages que l'on a eus aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique pour ce partage. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? On va se laisser quelques instants. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc tout a été bien clair. Je pense qu'on en revient finalement au constat. C'était très bon d'avoir ce rapport d'études qui était très intéressant. Merci aussi Marine, Rachel et Laurent pour les témoignages chacun différents. Je pense que notre café virtuel va prendre fin. Donc, juste avant de se quitter, on a un petit sondage qui va apparaître à l'écran. Puis, je vais demander à ma collègue de bien vouloir le lancer. On veut tout simplement savoir si ce café virtuel a répondu à vos attentes et en même temps que vous participez au sondage. Donc, vraiment, un grand merci pour la qualité des interventions de Flora, Marine, Rachel et Laurent, pour votre temps aussi. Je sais que ce sont des périodes chargées, pour la qualité de vos interventions qui ont été très éclairantes. Merci. On a été jusqu'à une 60aine de participants. Merci beaucoup à tous de vous être connectés pour assister à la rencontre. Merci aussi à nos bailleurs de fonds sur le projet PES, qui est l'Agence de la santé publique du Canada. Je voudrais aussi vous donner 2 autres séries de dates importantes. Le premier, c'est le rendez-vous santé en français. L'édition aura lieu en mode virtuel le 8, 9 et 10 novembre prochain. Il y aura beaucoup de participants partout au Canada. C'est organisé en partenariat avec les réseaux de santé en français et on va faire le bilan sur des enjeux et des solutions novatrices qui mènent à améliorer l'accès à des services de santé en français partout au Canada, principalement dans nos communautés francophones en situation minoritaire. Je voudrais vous parler d'un deuxième événement sur lequel Laurent sera là aussi. On est partenaire du Symposium national en petite enfance. C'est l'association des collèges et universités de la francophonie canadienne, la CUFC, qui organise cet événement. C'est en virtuel, c'est les 22, 23 et 24 novembre. Il y aura aussi des belles choses qui seront partagées et on abordera tout le volet éducateur, valorisation des éducateurs et des éducatrices en petite enfance. Donc, ça sera vraiment complémentaire pour le coup. Il y aura aussi du renforcement de la profession des éducateurs et des éducatrices. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site web qui est lacufc.ca/symposium-2022. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Et puis, je vous dis bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.